un tiers de la population mondiale vit sous le coup de sanctions économiques internationales. Internationales, entre guillemets, car c'est en fait des sanctions des pays riches contre les pays pauvres. Dans 80% des cas, les pays sanctionnés sont 10 fois moins riches que les pays qui les sanctionnent. Ces sanctions se font toujours au nom de grands principes, tels que la démocratie ou les droits de l'homme. Et elles ne touchent jamais les alliés de l'Occident, comme l'Arabie Saoudite ou Israël. En fait, les sanctions ont moins à voir avec les droits de l'homme qu'avec la guerre économique, stratégique ou diplomatique du Nord impérialiste contre le Sud. Quand on parle de guerre économique, on imagine quelque chose de pacifique. Et c'est une erreur. Par exemple, pour le seul Venezuela, les sanctions américaines ont fait 100 000 morts, selon un rapporteur de l'ONU. Les sanctions des USA et de l'Union européenne ont aussi fait des milliers de morts en Iran et à Cuba. Et ailleurs, ont fait régresser considérablement le développement de ces pays. Aujourd'hui, on va vous expliquer comment et pourquoi. Le 20 décembre prochain, les sanctions économiques des États-Unis contre le régime d'Assad en Syrie devaient arriver à expiration. Et un peu avant l'offensive des rebelles de ces derniers jours, les USA envisageaient de ne pas renouveler ces sanctions, mais à une condition, qu'Assad coupe la route d'approvisionnement d'armes entre l'Iran et le Hezbollah libanais. Car depuis 1979, la Syrie subit des sanctions économiques américaines à cause de son soutien au Hezbollah. Ces sanctions ont détruit son économie et elles sont meurtrières pour sa population. Elles ont notamment empêché l'assainissement des eaux, ce qui a causé la propagation de maladies infectieuses dont 60 000 cas de choléra. Elles ont aussi fatalement retardé l'aide humanitaire après le tremblement de terre de l'année dernière. La semaine dernière, le régime d'Assad est tombé sous l'offensive des rebelles menée par HTS. Le groupe HTS, encore classé comme terroriste pour l'instant, et les sanctions contre la Syrie sont toujours en place. Leur maintien ou leur levée dépendra des orientations politiques du nouveau pouvoir. Car les sanctions américaines n'ont jamais eu un but moral ou humaniste. Il s'agit juste de défendre les intérêts géostratégiques des USA dans la région, Israël et le pétrole. Et c'est pas moi qui le dis, mais Trump lui-même, quand il explique pourquoi il a laissé des soldats américains en Syrie. Necessary, other than that we secured the oil. It's in a little different section, but we just secured the oil. And the other region where we've been asked by Israel and Jordan to leave a small number of troops is a totally different section of Syria near Jordan and close to Israel. And that's a totally different section, that's a totally different mindset. So we have a small group there. And we've secured the oil. Other than that, there's no reason for it. I left troops to take the oil. I took the oil. The only troops I have are taking the oil. They're protecting the oil. I took over we're taking the oil. We're not taking the oil. Well, maybe we will, maybe we won't. You're protecting the facility. I don't know, maybe we should take it, but we have the oil. Right now, the United States has the oil. So they say he left troops in Syria. No, I got rid of all of them, other than we're protecting the oil. We have the oil. Récemment, on a vu tous les politiques français s'émouvoir du sort des femmes iraniennes. Pourtant, ces mêmes politiques ne parlent jamais des sanctions occidentales contre l'Iran. Sanctions dont souffrent aussi les femmes iraniennes comme tout le reste de la population. Rappelez-vous, pendant le Covid, l'Iran était d'un pays les plus touchés par le virus. Plus de 200 000 morts. Mais les médias français vous ont-ils expliqué pourquoi ? En fait, c'est tout simplement lié aux sanctions, à l'embargo financier dont l'Iran est soumis. L'Iran est sous embargo financier des USA et de l'Europe depuis le 2012. Elle ne peut pas utiliser SWIFT, un système de transfert financier international. Concrètement, aujourd'hui, si j'ai des amis en Iran et que je veux leur offrir des fleurs, je ne peux tout simplement pas. Parce que les fleuristes en Iran ne peuvent pas recevoir de transferts internationaux par carte de crédit. Et si vous faites du tourisme en Iran un jour, vous pourrez tout simplement laisser votre carte de crédit à la maison, elle ne marchera pas. En théorie, ce blocage des transferts doit d'abord concerner le pétrole et l'armement, et pas les médicaments. Mais en pratique, c'est le cas. Selon l'ONU, les systèmes de dérogation sont inefficaces et très lents. Même avant le Covid, en 2013, 85 000 malades atteints du cancer, 40 000 hémophiles et 23 000 victimes du sida avaient accès quasiment à aucun médicament ni traitement nécessaire. Alors, durant le Covid, le gouvernement iranien, mais aussi l'Angleterre, la Chine et quelques voix aux USA ont demandé la levée des sanctions. Les USA ont catégoriquement refusé, causant ainsi de nombreux morts supplémentaires en Iran. Mais aussi dans le reste du monde, puisque le virus s'est d'autant plus diffusé. Mais ce n'est pas tout. Suite à l'imposition des sanctions en 2012 et leur réimposition en 2018, le prix des marchandises et de l'essence ont augmenté considérablement. Le prix des aliments de base a doublé, voire triplé. La consommation calorique a diminué et est passée en dessous de l'apport journalier minimum pour la couche la plus pauvre de la population. Mais donc, à quoi servent ces sanctions meurtrières ? Les USA veulent tout simplement un changement de régime. Les sanctions américaines ont commencé après la révolution islamique en 1979. Après donc la chute du régime allié américain du Shah. Avant ça, l'Iran était l'un des deux piliers avec l'Arabie Saoudite de la stratégie américaine au Moyen-Orient. Stratégie dite des piliers jumeaux. Le but des sanctions est tout simplement d'étouffer la population iranienne et la pousser à des émeutes qui provoqueront une déstabilisation,
puis un changement de régime en faveur des intérêts américains. La dégradation économique créant des tensions politiques dans la société iranienne. Alors en 2019, après la réimposition des sanctions, alors que le coût de base des aliments et de l'essence avait beaucoup augmenté, des manifestations contre le régime iranien ont alors éclaté. Dans les manifestations, on pouvait notamment entendre certains slogans comme « L'argent du pétrole a été perdu, il a été dépensé pour la Palestine » ou encore « Pas d'argent, pas d'essence, on s'en fout de la Palestine ». Car il faut le savoir, l'Iran est le principal soutien de la résistance palestinienne qui tient encore tête à Israël, qui est le principal obstacle à sa domination régionale aujourd'hui. Et comme le disait Joe Biden, Israël est indispensable aux intérêts américains. Concernant le pétrole, l'Iran possède la 3e réserve de pétrole mondiale, et les USA sanctionnent toutes les entreprises qui font du commerce avec l'industrie pétrolière iranienne. Sous Trump, l'export du pétrole et de l'Iran a été réduit de 95%, faisant perdre plus de 50 milliards de dollars à l'Iran, soit plus de 12% de son PIB. Les sanctions américaines interdisent aux entreprises mondiales de demeurer en Iran, et donc cela augmente le chômage. Par exemple, cela a provoqué le retrait des constructeurs automobiles français, Peugeot et Renault. Et tout cela à cause des sanctions américaines. Cela a eu des conséquences aussi écologiques dans ce pays, les moteurs produits en Iran ne répondant pas aux normes requises anti-pollution, et de même pour le carburant local. Et forcément, comme dans tous les pays sanctionnés ou victimes de pénurie, le système D se met rapidement en place. Les circuits clandestins alimentent les marchés noirs en produits rares que seuls les pays les plus riches peuvent obtenir. Les sanctions augmentent donc les inégalités sociales et brisent le développement économique de l'Iran. Mais si le peuple iranien souffre de sanctions, ce n'est pas forcément le cas du pouvoir iranien. Les sanctions, en effet, favorisent les entreprises les plus importantes qui ont des liens avec l'État. Celles-ci sont en mesure de mener à bien des transactions internationales complexes. Le tout dans le cadre d'échanges commerciaux, notamment avec la Chine, qui impliquent des fonds publics. Donc paradoxalement, les sanctions en fait renforcent le pouvoir. Les sanctions sanctionnent aussi les femmes iraniennes. Le pays connaissant un chômage important du fait des sanctions, cela provoque la sortie des femmes iraniennes du monde du travail au profit de l'emploi masculin. En plus, pour une grande partie des Iraniens, les sanctions créent une hostilité vis-à-vis de tout ce qui peut être associé à l'Occident, notamment le féminisme occidental. Car qu'on le veuille ou non, ce n'est pas une idée universelle anhistorique, mais donc un mouvement concret situé dans le temps et dans l'espace. Aujourd'hui, avec les sanctions occidentales, le pouvoir iranien peut facilement se relégitimer par un antiféminisme qui passe pour un rejet de l'Occident impérialiste. Dans ce cortège, on crie « Mort à l'Amérique ». Ces Iraniens et Iraniennes accusent les contestataires d'être des comploteurs à la solde des États-Unis. Dans l'Europe et l'Amérique d'après-guerre, durant les 30 Glorieuses, le féminisme et l'ensemble des élites sociales ont trouvé un terrain favorable à leur développement dans des sociétés prospères économiquement. Mais aujourd'hui, face à des difficultés économiques qu'il ne peut pas résoudre, l'État iranien, comme beaucoup d'autres États dans ces situations, tente de détourner la colère populaire sur les parties les plus vulnérables de sa population. Les sanctions menacent les libertés fondamentales et favorisent les tendances les plus conservatrices et traditionnalistes en Iran. Car tout régime assiégé renforce ces tendances autoritaires. C'est pourquoi nous disons maintenant qu'il est malhonnête de prétendre défendre les femmes iraniennes sans exiger la levée des sanctions qui étouffent toutes ces Iraniennes et tous les Iraniens, et donc empêche les luttes sociales iraniennes d'aboutir. Mais l'Iran n'est pas le seul pays où les USA veulent un changement de régime, qui est sous le coup de sanctions meurtrières et qui a une réserve de pétrole importante. Il y a aussi le Venezuela. John Bolton, l'ex-conseiller à la sécurité nationale de Trump, a déclaré ouvertement avoir organisé un coup d'État au Venezuela. I disagree with that. As somebody who has helped plan coup d'État, not here, but, other places, it takes a lot of work. And that's not what he did. When we were talking about what is capable, what you need to do to be able to plan a coup, and you cited your expertise having planned coups. I'm not going to get into the specifics, but... Successful coups? Well, I wrote about Venezuela in the book. Pourquoi? De son côté, Trump dit très simplement avoir voulu prendre le pétrole du Venezuela. When I left, Venezuela was ready to collapse. We would have taken it over. We would have gotten all that oil. It would have been right. Car depuis 1999, le président du Venezuela, Hugo Chávez, et son successeur Maduro ont fortement nationalisé l'industrie du pétrole. Le but, redistribuer l'immense profit de l'industrie pétrolière à la population vénézuélienne. Résultat, la part de la population vivant sous le seuil de pauvreté est passée de 50 à 36%. La mortalité infantile de 20,3 pour 1000 naissances à 12,9 pour 1000. Mais la nationalisation du pétrole et l'exemple d'une révolution socialiste réussie n'arrangent pas du tout les intérêts américains. Alors en 2013, après l'élection de Maduro, l'héritier officiel du très populaire Chavez, les USA ont sanctionné le Venezuela et le pays rentre en crise. Les sanctions américaines ne sont pas la seule et unique cause de la crise économique au Venezuela.
On peut aussi blâmer les choix politiques de Maduro et surtout la chute du cours mondial du pétrole. Mais là aussi, les Américains ont leur part de responsabilité. En 2014, le prix du pétrole diminue fortement et le secrétaire américain d'État John Kerry rend visite au roi Abdullah d'Arabie Saoudite, qui est la deuxième réserve mondiale de pétrole. Habituellement, quand le prix du pétrole baisse, l'Arabie Saoudite baisse la production pour faire remonter les prix. Mais cette fois-ci, tout au contraire, l'Arabie Saoudite a augmenté sa production, ce qui a encore plus abaissé le prix. C'est absurde, car en faisant baisser le prix du pétrole, déjà bas, l'Arabie Saoudite perd encore plus d'argent. Alors pourquoi le roi a fait ce choix absurde en apparence? Parce que pour le royaume saoudien, le pétrole n'est pas juste une ressource financière, c'est une arme politique. Cette manœuvre a donc heurté aussi tous les gros autres producteurs de pétrole dans le monde. En particulier les régimes ennemis comme l'Iran, la Russie, qui soutenait Assad en Syrie, mais aussi le Venezuela. Ainsi, la production de pétrole du Venezuela a baissé et cette chute a accentué de 3 fois les sanctions américaines. En 2017, en 2019 et en 2020. C'est comme si les USA voulaient achever l'économie vénézuélienne. Et comme en Iran, les sanctions ont réduit drastiquement l'importation de médicaments. En 2013, le pays importait encore 2 milliards de dollars de médicaments par an. Et en 2018, sous les sanctions de Trump, ce chiffre est tombé à 140 millions de dollars. Entre 2017 et 2018, la mortalité générale a augmenté de 31%. Ainsi, selon le rapporteur de l'ONU, Alfred de Zayas, les sanctions américaines depuis 2015 ont fait au moins 100 000 morts. Cuba, un embargo pour l'exemple. En 1960, le secrétaire adjoint aux affaires interaméricaines écrit dans une note interne « La plupart des Cubains soutiennent Castro et qu'il n'y a pas d'opposition politique efficace. Le seul moyen prévisible d'aliéner le soutien interne est le désenchantement et la désaffection fondés sur l'insatisfaction et des difficultés économiques. Il propose de diminuer les salaires monétaires et réels, de provoquer la faim et le désespoir et le renversement du gouvernement. » Plus tard dans l'année, l'administration Eisenhower a institué l'embargo. L'embargo est l'équivalent des sièges du Moyen-Âge destinés à affamer la population. L'embargo économique a coûté 130 milliards de dollars à Cuba selon l'ONU. L'enjeu de l'embargo à Cuba est différent de celui de l'Iran et du Venezuela. Les USA n'ont absolument pas besoin de mettre la main sur des ressources naturelles de cette petite île. Depuis l'indépendance de Cuba en 1902, les USA entretiennent un rapport colonial à l'île. Depuis cette époque, ils occupent d'ailleurs une partie du territoire cubain à Guantanamo, tristement célèbre pour ses camps de torture. L'embargo et la volonté d'affamer la population cubaine ne viennent qu'après la prise du pouvoir de Fidel Castro et des communistes. Ici, il s'agit surtout d'empêcher par tous les moyens qu'un bon exemple de société communiste n'émerge aux portes des États-Unis, comme avec la guerre du Vietnam. Comme pour le coup d'État au Chili, les Américains doivent prouver au monde que le communisme et le socialisme ne marcheront jamais. Cependant, à Cuba, si le blocus a provoqué de nombreuses souffrances et a entraîné une économie parallèle qui pénalise les plus faibles, son objectif principal a été un échec lamentable. Le régime a survécu à 60 ans et l'espérance de vie à Cuba est supérieure à l'espérance de vie aux USA. Cuba exporte ses médecins dans le monde entier, et y compris en France. Et cet embargo est très impopulaire dans le monde. Il y a un mois, à l'ONU, tous les pays du monde ont voté pour la levée du blocus, sauf Israël et les États-Unis qui ont voté contre. Comme on l'a dit au début, un tiers de la population mondiale subit des sanctions. C'est le cas du Yémen, mais aussi de la Chine, où elles ont contribué à la famine de 59, mais aussi de la Corée du Nord, qui ont aussi contribué à la famine des années 90, et bien d'autres pays. Et c'est toujours le même schéma. Ces sanctions sont surtout motivées par l'accès à des ressources naturelles et la protection de territoires militairement stratégiques ou encore la volonté d'empêcher tout modèle alternatif au capitalisme d'émerger. Car si c'était une question de droits de l'homme, Israël et l'Arabie Saoudite seraient aussi sanctionnés. Sanctions secondaires et extraterritoriales. Les sanctions sont décidées par l'Union européenne et surtout les USA. Ils font appliquer leurs lois dans le monde entier et à travers les sanctions secondaires. Par exemple, les entreprises dont la BNP, Alstom ou par exemple Total ont été condamnées à payer 40 milliards de dollars au gouvernement des USA pour avoir maintenu leurs échanges avec l'Iran. Les banques chinoises refusent maintenant les paiements en yuan de la Russie pour éviter de subir toutes les sanctions américaines. La loi américaine fait donc office de loi mondiale au mépris du droit international qui condamne cette extraterritorialité des lois nationales américaines. Plus important encore que le problème économique, c'est le problème de principe, d'avoir des sanctions extraterritoriales qui font des États-Unis le gendarme économique de la planète. Mais le cas de la Russie montre les limites de ces sanctions prétendument internationales. Russie, des sanctions contre qui? Depuis 2022 et l'invasion de l'Ukraine, la Russie est le pays le plus sanctionné au monde. Avec plus de 22 200 sanctions, les Occidentaux étaient convaincus que les sanctions allaient ruiner l'économie russe. Sauf que ce n'est pas du tout ce qu'il s'est passé. En 2022, le rouble s'est dévalorisé de 30%. Joe Biden s'est alors vanté de la ruine du rouble. Rouble to rebels.
Mais rapidement, le rouble a rebondi et s'est stabilisé. Et la croissance autour de 4% de l'économie a été dopée par les investissements massifs de l'État dans l'industrie de l'armement. Les sanctions ont moins blessé l'économie russe que l'économie européenne, et en particulier un des pays moteurs de l'UE, l'Allemagne, qui était très dépendant du gaz russe. Joe Biden appelait explicitement à un changement de régime en Russie, mais ce n'est pas du tout un des scénarios qui est en train de se dessiner. Car en effet, en Russie, Poutine est plus que populaire. Donc pourquoi la Russie résiste-t-elle autant aux sanctions ? Depuis les premières sanctions économiques en 2014, la Russie s'est adaptée pour ne pas trop dépendre de l'Occident, et les pays du Sud n'ont pas collaboré avec la stratégie occidentale d'isolement de la Russie. Le commerce entre la Russie et l'Inde a été multiplié par 5, et les échanges entre la Chine et la Russie ont atteint des records historiques. Et la Russie est devenue un des plus grands investisseurs en Iran. Les deux pays ont décidé récemment d'utiliser leur monnaie nationale pour 96% de leurs échanges. C'est donc là la limite des sanctions. En sanctionnant de plus en plus les pays, les USA poussent ces pays à développer un réseau économique alternatif. En particulier depuis les sanctions contre la Russie, qui restreignent son accès aux systèmes de paiement internationaux SWIFT. Les pays du Sud veulent trouver un moyen d'échapper aux sanctions politiques permise par l'hégémonie du dollar. Alors, lors du sommet des BRICS en Russie cette année, la grande annonce était la dédollarisation. Poutine s'est même affiché avec un billet d'une monnaie des BRICS symbolique. Plus concrètement, il y a le projet de création d'un nouveau système d'échange monétaire entre pays, le BRICS Clear. Ce système devrait remplacer le système SWIFT, que la Russie n'a plus le droit d'utiliser à cause des sanctions des USA et de l'UE suite à l'invasion de l'Ukraine. Le BRICS Clear permet de faire des paiements à un pays en passant par un autre intermédiaire que le dollar, ce qu'on appelle un stablecoin, une forme de monnaie numérique. Ainsi, entre 19,5 et 25,5% du commerce mondial pourrait se dédollariser. En attendant, dès aujourd'hui, pour éviter des échanges en dollars, mais aussi pour éviter d'utiliser le yuan, car les banques chinoises veulent éviter les sanctions secondaires des USA, la Russie annonce faire du troc avec la Chine et le Pakistan, en acceptant notamment du riz et des mandarines à la place des monnaies. Alors, la dédollarisation de l'économie mondiale, c'est pas pour demain, mais on en voit déjà les premiers signes. Les sanctions contre quelques petits pays peuvent être dévastatrices, mais sanctionner des pays comme la Russie ou la Chine, qui disposent de grandes ressources, et sanctionner de nombreux pays en même temps devient contre-productif. Comme le dit l'économiste Javad Salehi Isfahani, il y a une camaraderie qui se développe entre les pays sanctionnés. Plus le nombre de pays sanctionnés augmente, plus les sanctions perdent en efficacité. Conclusion. Dans le principe, on peut considérer que les sanctions sont un instrument utile en droit international. Mais le problème, ce n'est pas les sanctions, mais leur caractère unilatéral. Elles sont toujours le fait des USA et de leurs alliés contre les pays du Sud indociles. Et récemment, suite à la décision de la Cour pénale internationale d'émettre un mandat d'arrêt contre Netanyahou, un sénateur américain a carrément appelé à sanctionner les alliés occidentaux des USA, comme le Canada, la Grande-Bretagne, l'Allemagne ou la France. Nous allons vous sanctionner et écraser votre économie. Quand Donald Trump reviendra au pouvoir l'année prochaine, il est probable qu'il prenne de nouvelles sanctions contre la CPI et Karim Khan, procureur britannique responsable de cette décision. Si les USA commencent à sanctionner à leur tour leurs plus proches alliés, c'est peut-être qu'on arrive au bout d'un système. Finalement, à force de sanctions, le monde entier et l'Occident se sanctionnent lui-même. En suivant cette vidéo, vous êtes peut-être demandé comment est-ce possible qu'un seul pays comme les États-Unis puisse avoir autant d'influence sur le monde. Comment autant de pays peuvent être dépendants du marché américain et de sa monnaie nationale, le dollar. Pour comprendre le pouvoir exorbitant accordé par l'hégémonie du dollar aux États-Unis, on prépare une petite série de vidéos sur le sujet de l'impérialisme monétaire et à travers le dollar, le franc CFA et l'euro. Toutes ces vidéos arriveront bientôt. Donc abonnez-vous pour ne rien rater et n'oubliez pas de nous soutenir, nous et notre travail, en faisant un petit don sur Tipeee et en achetant notre magazine.